Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en diffusion sur YouTube ou en podcast, puisqu'on est absolument partout, voilà. Alors, à votre avis, est-ce que ça fait longtemps que nos rues sont éclairées quand il fait noir Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que l'éclairage public, il est apparu en France au 19e siècle, alors qu'en fait, c'est un peu plus ancien que ça. Les débuts, ça se fait à Paris, dans la deuxième moitié du 17e siècle, mais ça, on va le voir dans un instant. Et pour voir tout ça, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Reculin, qui va nous apporter un petit peu ses lumières sur le sujet. Comme vous vous en doutez, elle est spécialiste. Sophie, elle est docteure en histoire moderne. Elle est chercheuse associée à l'ERIS, l'Institut de recherche historique du Septentrion, qui est lui-même rattaché à l'université de Lille. Elle est également professeure en lycée et sa thèse soutenue en 2017 a été justement dédiée au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Une thèse qu'elle a adaptée en bouquin paru en 2024 et qui s'intitule « L'invention de l'éclairage public en France, de la nuit illuminée à la nuit éclairée ». Il y a des dates, 1697-1789, voilà. Et bien sûr, on vous met le lien dans le chat, dans les commentaires, dans la description. Et je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Benjamin, je suis ravie d'être avec toi et parmi vous ce matin. Petite question pour se mettre en bouche un petit peu, et c'est la question que je pose à tous les invités que je reçois dans cette émission pour introduire un petit peu qui parle. Comment t'en es arrivé à travailler sur l'éclairage public? Était-ce une passion des enfants? Est-ce que tu levais les yeux par la fenêtre le soir en regardant ces lampadaires par ta fenêtre? Au début, non, au début c'était le hasard, même si j'ai toujours voulu faire de l'histoire. Donc là, l'histoire, c'est pas le hasard. Tout est arrivé en master. Je faisais mes études à l'université de Rennes 2. Et vient le moment entre le mois de septembre et le mois de novembre, on doit choisir un sujet de recherche. J'avais du mal à trouver un sujet, en fait. Je voyais que tout le monde commençait à travailler et je venais de terminer un ouvrage passionnant d'une historienne Simone Delattre qui venait de publier Les 12 heures noires de Paris, la nuit à Paris au 19e siècle, qui était l'une des premières en fait à s'intéresser à la question. Donc, comme j'étais moderniste, ça m'a donné l'idée de travailler sur la nuit durant l'époque moderne. Alors c'était très vaste en fait dans ma tête. Alors le mieux pour moi à l'époque, c'était d'aller dans les archives de Rennes. Donc je suis allée aux archives municipales. Tout bêtement, j'ai tapé dans l'inventaire numérique nuit. Et là sont tombés 3 cartons éclairage public de la ville de Rennes, 1697-1789. Donc je ne savais absolument pas ce que j'allais trouver. Dans ma tête, l'éclairage, c'était le gaz et l'électricité comme la plupart des gens, y compris d'ailleurs pour mon directeur de recherche qui me suivait en master. Et donc là, ça a été une découverte énorme. On s'est donné rendez-vous, il a regardé avec moi les cartons ensuite, et il m'a dit, mais bingo, fonce, c'est énorme. Il y a quasiment rien sur le sujet, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé en master. Et entre-temps, j'ai commencé à enseigner au collège, au lycée. Je savais que je voulais le faire à l'échelle nationale, puisque à cette époque, je m'étais intéressée que à la ville de Rennes, en fait, au XVIIIe siècle. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de la thèse, qui ensuite a donné lieu à l'ouvrage publié l'année dernière. Comme tu le disais, on a souvent tendance à penser, quand on n'y connaît rien, que l'éclairage public, c'est 19e siècle, c'est le gaz, l'électricité. Bon, on a cru comprendre du coup que c'est pas le cas. Non. Alors, c'est la première chose qu'on me dit à chaque fois, hein, quand je dis que je travaille sur l'éclairage public au XVIIIe siècle. Le plus intéressant, c'est de se poser la question pourquoi, dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, on associe quasiment systématiquement l'éclairage public en fait à l'éclairage au gaz et à l'électricité. Alors, je pense que la première raison, toute bête, hein, c'est plus proche de nous, donc on compare à ce qu'on connaît, et et jusqu'ici, en plus, il n'y avait pas eu énormément enfin, il n'y avait pas eu énormément de travaux là-dessus. Donc voilà, on y pense directement. L'autre raison, c'est l'idée qu'on se fait de la modernité, en fait. Peut-être encore plus intéressant d'ailleurs. Donc l'idée de la modernité, la,
Donc moi, ce que j'étudie, au départ, ce sont des lanternes à chandelles. Et les chandelles, je renvoie au philosophe Gaston Bachelard, qui a publié au début des années 60 La flamme d'une chandelle. Il associe la flamme à un aspect... donc la flamme est menue et chétive, elle essaie de maintenir son être. Donc en fait, la chandelle, ce serait plus pour l'espace intime, hein, ce serait pas pour l'éclairage public. Et tout au contraire, le gaz et l'électricité. Alors là, c'est presque psychanalytique, hein, donc je vais m'arrêter là pour la comparaison, mais a presque un côté plus masculin dans sa puissance en fait. Et se pose la question des outils de mesure. Euh, Généralement, on pense à l'intensité lumineuse. Alors l'intensité lumineuse, on va la mesurer en candéla notamment. Pour donner un petit ordre d'idée, une chandelle en candéla, donc c'est la quantité de lumière hein, émise par la source. On a une candéla pour une bougie ou une chandelle. On définira après la différence. C'est peu, alors qu'on est jusqu'à 130 candélas pour la lumière électrique. Voilà. On peut prendre d'autres mesures auxquelles on ne pense pas forcément. Le pouvoir d'éclairement. Alors le pouvoir d'éclairement, c'est la présence de la lumière en fait sur la surface. Et là déjà, il se trouve que la bougie ou la chandelle va mettre beaucoup plus de lumière parce que on est déjà à environ 10 lux hein, contre 20 voire 80 lux pour de la lumière électrique. Et dernier élément qui me semble important à souligner, lorsqu'on pense au gaz et à l'électricité immédiatement en termes d'éclairage public, on a une image un peu anachronique des choses, puisque il faut imaginer que lorsque, à la fin du XVIIe siècle, on invente en fait un nouveau système à la chandelle d'éclairage, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans les villes en fait. Donc ça a un aspect révolutionnaire. On passe d'un espace qui était très très faiblement éclairé à un espace dans lequel on a des lanternes installées à peu près tous les 10 mètres. Et pour donner un ordre d'idée peut-être plus précis, Lavoisier, qu'on connaît bien, hein, a pu faire des mesures en fait de ces premières lanternes à chandelle installées à la fin du XVIIe siècle. Et la portée sur le sol était de 2 mètres. Mais aller jusqu'à 10 mètres de façon indirecte. Donc en fait, c'est beaucoup hein, dans une ville qui ne s'éclairait pas au départ. Il y a un truc qu'on n'a pas défini quand même, et là c'est une erreur professionnelle de ma part, mais c'est vrai que souvent on définit quand même l'objet de l'émission parce que ça peut paraître simple, mais parfois ça appelle à des réponses complexes. C'est quoi l'éclairage public ? Grande question. On trouve difficilement des définitions complètes. Alors si on prend la définition de base, on va prendre la définition du Robert. Dans le Robert, l'éclairage public, c'est la manière d'éclairer de façon artificielle. Donc on sait le comment, en fait, en prenant le dictionnaire. Mais alors là, il nous manque énormément de données, en fait. Donc, on va se poser les autres questions. Par qui se charge, en fait, de l'éclairage public, pour qu'on ait de l'éclairage public? Les autorités publiques, la municipalité. Donc là, on a un nouveau critère. Pour qui on éclaire? Pour l'ensemble de la population. Donc dans l'idée de l'éclairage public, il y a l'idée d'une égalité, en fait. Troisième élément, où on éclaire. Pendant très longtemps, on a demandé aux habitants d'éclairer aux fenêtres, mais ce type d'éclairage n'est pas un éclairage public. Et d'ailleurs, c'est un éclairage souvent occasionnel. Donc là, on éclaire dans les rues. Alors, on verra pas forcément dans toutes les rues, mais néanmoins dans énormément de rues des villes-centres. On éclaire sur les places, on éclaire sur les quais. Donc, il y a vraiment l'idée d'une diffusion. Pourquoi on éclaire? Autre question. Est-ce qu'il y a un usage particulier à l'éclairage public? Alors, dès son invention, on éclaire pour des raisons de sécurité. Très clairement. Sauf que au XVIIe et XVIIIe siècle, on utilise le terme de sûreté et non pas de sécurité. Ils n'ont pas le même sens qu'aujourd'hui. Sûreté, parce que sûreté, c'est le terme neutre en fait pour parler d'une mise hors de danger en fait des habitants. C'est le terme utilisé par la police, par les différentes ordonnances de l'époque ou édits, hein, les lois. Alors que la sécurité, c'est plus un sentiment d'être mis à l'abri du danger.
Donc voilà une première différence. Après, on a déjà des usages qu'on utilise, qu'on continue à utiliser aujourd'hui. On a des usages festifs, des usages aussi donc d'alarme en cas de peste. Dès le XVIe siècle, on se mettait à installer des lumières pour prévenir en fait la diffusion de la peste. Donc voilà, des usages déjà différents, mais il faut quand même retenir qu'au départ, c'est pour C'est quoi, c'est un relais? C'est un système de relais où on allume un truc pour dire attention, là c'est... Oui, alors notamment notamment aux portes des villes, de manière à pouvoir identifier l'espace dans lequel il y a un foyer de peste en fait. Pour ceux qui, comme moi, raisonnent en film hollywoodien, c'est le Seigneur des Anneaux, hein, c'est le Rohan qui crie à l'aide, c'est ça, voilà. Ouais, pourquoi pas? Alors, tu nous disais que, en effet, cet éclairage public, son apparition, elle est quand même bien plus précoce au XVIIe siècle, mais est-ce qu'il n'y a pas des prémices même avant ça de l'éclairage public si on remonte bien plus loin? On peut difficilement parler d'éclairage public. Oui, il y a des prémices déjà sous l'Empire romain. Hein. Il y a des Après, traces. on est bien avant quand même. Ouais, bah oui, mais c'est pas vraiment c'est très ponctuel en fait dans la ville, donc c'est pour ça qu'on peut difficilement parler d'un éclairage public. On trouve des systèmes d'éclairage dans l'espace public. Alors c'est quelques traces, hein. Et je suis pas archéologue. À Éphèse, par exemple, au IIe siècle après Jésus-Christ. On en trouve aussi à Antioche, à Édesse, hein, tout ça sous l'Empire romain également, hein, IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ, et à Rome, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et là, je renvoie, il y a, alors il me semble en 2019, des nocturnes qui ont été organisées par l'université de Caen, qui a fait une reconstitution en fait de certains espaces dans lesquels on peut voir ces luminaires dans la ville de Rome la nuit. Donc oui, on trouve déjà les prémices. Alors à Rome et en plus de cet éclairage, on a aussi ce qu'on connaît nous, donc les lampes à huile en terre cuite, des systèmes de candélabres où on a plusieurs lampes en fait plusieurs lampes à huile accrochées en fait à des petits mâts. On a déjà des systèmes de lanternes, donc des lanternes à cornes où déjà les Romains commençaient à utiliser du verre hein, durant l'époque tardive. Et donc ça c'est pour l'Empire romain. Et à partir du Moyen Âge, on a un système ponctuel dans la ville jusqu'au début de l'époque moderne, dans le sens où on ne peut pas dire qu'il n'existe aucun éclairage dans la ville hein, lorsqu'elle met en place de l'éclairage public. On trouve de l'éclairage à proximité de l'hôtel de ville, au niveau des ponts, alors pour éviter les noyades hein, qui sont fréquentes quand même dans des villes qui ne s'éclairaient pas, au niveau des auberges également. Donc ça va ponctuer l'espace et juste pour le Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle, on a ce qu'on appelle dans les cimetières des lanternes des morts. Donc ce sont des colonnes en pierre et à l'intérieur, donc à l'étage de cette colonne qui est ajourée, on met une lanterne. Ça protège les morts en fait du diable, contre le diable. Ça protège les vivants des revenants. Les gens disent aussi que toutes ces informations filent des informations précieuses pour organiser des jeux de rôle. D'accord. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que on pense pas souvent à la lumière dans l'ambiance narrative, mais là tout de suite moi ça me projette dans un imaginaire aussi. Je m'identifie à ça. En tout cas, est-ce qu'on a pas une saisonnalité, mais est-ce qu'il y a certaines occasions, par exemple, qui sont meilleures que d'autres pour éclairer un peu plus les villes? Oui, et d'ailleurs, c'est justement donc avant la fin du XVIIe siècle, c'est dans les moments festifs qu'on voit le plus de lumière dans l'espace public, en fait. Donc, à Noël, évidemment, durant le carnaval, durant la fête de la Saint-Jean au mois de juin, donc là on a des bûchers qui se dressent, durant la Chandeleur, donc durant la Saint-Jean-Baptiste, que j'ai déjà donné, c'est pas grave. Voilà, donc là, durant des festivités en fait, notamment les festivités catholiques, la nuit est un moment festif, du coup aussi potentiellement un moment de débordement. Et l'Église et l'aristocratie se sont longtemps appropriés en fait
l'éclairage. C'était plus un signe de distinction pendant longtemps. D'où sa rareté dans dans l'espace public, en fait. Oui, parce qu'on imagine que ça coûtait cher. C'est bien ça le problème. Et ça permet aussi de revenir sur la différence entre bougie et chandelle. L'église, en général, utilise des bougies, donc de la cire d'abeille, alors qui coûte plus cher, qui éclaire mieux, qui n'a pas une mauvaise odeur, en fait, lorsqu'elle brûle, alors que les premières lanternes utilisent du suif, de la graisse animale. Oui, donc c'est vrai que même plus tard dans les mines, ils n'utilisent pas de la cire d'abeille. Ouais, Non. On dit que cet éclairage public, donc il est arrivé donc au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui a été mis en place à Paris, justement, au XVIIe siècle? Alors à Paris, on peut considérer qu'il y a deux grandes phases. Alors ces phases sont déjà connues. En 1662, l'abbé Laudati de Carafa, qui est un personnage italien, vient à Paris et obtient un privilège de 20 ans pour mettre en place un système de porte-falots et un système de porte-flambeaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Les porte-falots sont donc vous avez des personnes qui sont rémunérées, en fait, pour porter des lanternes et accompagner les passants attardés la nuit pour rentrer chez eux, et les porte-flambeaux, donc portes des cierges, qui sont découpées en 10 petites sections de manière à avoir le temps au moment d'être payés, en fait, hein, où ils peuvent aussi porter un système de sablier, en fait, à leur ceinture. Et il faut imaginer que dans l'espace public parisien, alors on connaît pas tous les espaces où ça a été mis en place exactement, mais il y avait des petites affiches, en fait, en fer, avec des sortes de petites stations d'arrêt, justement, ces porte-falots et de ces porte-flambeaux. C'est du taxi, mais pour la lumière, en fait. Mais c'est exactement ça. Mais Voilà. c'est trop bien. Mais ouais. Et ça existe, en fait, y compris jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et ça marche tellement bien que la police fait parfois appel à eux pour être des mouchards, en fait, parce qu'ils connaissent bien la ville de nuit. Ah, c'est incroyable. Ah, je savais pas du tout que ça avait existé, quoi. Des taxis pour la lumière. Ouais, complètement. Petite digression, mais justement, tu nous dis, oui, on sait pas tout. Sur quel type de source, toi, t'as pu bosser pour ta thèse? Il y a un paradoxe de départ. Il y avait pas beaucoup de travaux, ou alors ponctuellement dans des monographies urbaines, et les historiens se sont intéressés vraiment très tardivement au sujet, contrairement aux géographes, aux anthropologues, aux philosophes, aux politistes, hein. Alors, par rapport à la nuit, notamment. Tandis que les sources sont énormes, en fait. On trouve des sources sur les débuts de l'éclairage public dans toute la France. Et moi, j'ai fait le choix de partir, en fait, d'un édit de Louis XIV qui l'impose aux principales villes du royaume, donc dans 30 villes précisément. J'ai pas fait les 30 villes, ça faisait beaucoup, mais j'ai fait un voyage dans toute la France pour en choisir une quinzaine. Donc ils sont vraiment disséminés du nord au sud, de l'est à l'ouest, y compris. Donc on a des villes comme Clermont-Ferrand. Donc j'ai travaillé dans les archives départementales et municipales. Les archives départementales, on peut avoir accès à la correspondance de l'intendant. Donc l'intendant, c'est le préfet de région, hein, de l'époque. Lui, il est à la tête de la généralité. Il est fortement dépendant du roi, donc c'est un représentant du pouvoir royal. Donc voilà pour les archives départementales et également les archives municipales. Alors là, les archives municipales, c'est fabuleux. On trouve plein de choses dans les comptes de la ville. On trouve plein de choses dans les archives de la police, à l'air des procès-verbaux. On en reparlera tout à l'heure, notamment des bris de lanterne. On trouve des pétitions d'habitants, hein, à la fin du XVIIIe siècle. On trouve des contrats avec des entrepreneurs, des devis. Alors pas des plans de ville, mais on a des listes, en fait, avec les rues pour pouvoir positionner les lanternes. On connaît parfois le nom des allumeurs, le nombre d'allumeurs. Donc voilà, et encore j'en oublie, et j'ai croisé, parce que l'idée c'était un peu de faire un aller-retour, en fait, avec la décision du pouvoir central
de Versailles. Donc j'ai travaillé dans les archives du Conseil d'État qui sont conservées à Paris. Et j'ai pu voir du coup l'aller-retour entre les demandes des municipalités, voire de l'intendant, et les réponses en fait de la monarchie. Se sont rajoutés à la fin du siècle que j'étudie, enfin on va dire dans le dernier tiers, les archives d'une entreprise Courtis-Sangrain, qui est un petit peu l'ancêtre d'EDF en fait, parce qu'il va prendre en charge plus d'une vingtaine de villes en France. On a une véritable centralisation à la fin. Et voilà, il y a tout plein de choses dans les archives des notaires de Paris. Bah, du coup, il y a de la place pour d'autres personnes qui veulent s'intéresser au sujet. Ouais. Alors, tu parlais des enquêtes, du fait que parfois ces fameux taxis de lumière, je vais les appeler comme ça, il y a une chanson à faire, qui sont mouchards pour la police. La fonction justement de lieutenant général de police, elle a été créée en 1667. Ça consiste en quoi? Alors, la fonction de lieutenant général de police, elle est d'abord... alors, au départ, d'ailleurs, on me dit lieutenant de police, hein, simplement à Paris. Elle a été créée pour mettre en place... Alors, je parlais de l'intendant à l'échelle de la région. Là, je parlais du préfet pour l'intendant à l'échelle de la région. On a la même chose, on a un préfet de police. Donc, vraiment quelqu'un de tout puissant, qui est directement nommé par le roi, et qui a une charge encore plus importante que les préfets de police aujourd'hui, puisque à Paris, et ce sera vrai ensuite dans les villes de province, il gère les métiers, il gère la question de l'approvisionnement, la question de la censure, de l'imprimerie, avec évidemment l'éclairage public, la question des prix, les problèmes d'hygiène dans la ville. Donc, s'il y a un problème de peste, par exemple, donc ses pouvoirs sont très vastes. Il a même la possibilité, parce que c'est principalement dans les rues en fait qu'il exerce son pouvoir, mais il a la possibilité aussi de faire entrer des commissaires à l'intérieur des logements de manière à pouvoir vérifier les cheminées, parce que ça peut créer des départs d'incendie en fait pour l'entretien des cheminées. Mais alors, du coup, dans le chat, on nous dit, mais c'est un peu comme un maire, en fait. Oui, alors c'est un peu un problème parce que ça va créer des conflits de pouvoir avec les municipalités, en fait. Ok. Et au point que certaines, parce que dans les villes de province, vont acheter sa charge de manière à pas se retrouver en conflit avec le lieutenant général de police. Elles vont faire son travail dans énormément de villes de province. Donc vraiment, et c'est l'occasion de le dire maintenant, Paris a un fonctionnement très spécifique. On peut pas comparer ce qui se passe à Paris dans toutes les villes de province, en fait. Alors, si on parle de cette fonction de lieutenant général de police, c'est qu'elle a eu un impact sur la mise en place de l'éclairage public, en fait. Oui, en 1667, lorsque sa charge, en fait, est créée, c'est le moment où on lui donne l'organisation, on lui donne la responsabilité d'organiser l'éclairage public, en fait. Et c'est aussi le moment où l'éclairage public est à proprement parler créé à Paris. Même si on avait des systèmes un peu antérieurs. C'est-à-dire que en 1667, et ça a commencé l'année précédente, Colbert, contrôleur général des finances, donc organise un conseil de réformation de la police pour Paris, et donc il doit être réfléchi. On doit réfléchir à énormément de sujets, notamment la question du nettoiement des rues. Et dans un premier temps, on considère qu'il est plus important à cette époque de gérer le nettoiement que de gérer éventuellement des problèmes d'éclairage. Sauf que les discussions finissent par donc il y a des débats, et son oncle Henri Pussort, qui va prendre en charge la question de l'éclairage dans son conseil de réformation, va réussir à convaincre qu'il faut mettre en place des lanternes publiques en fait dans les rues. Donc ils vont commander des premières lanternes, ils vont faire des expérimentations, des lanternes avec des cages de bois qui vont pas se révéler très intéressantes en fait. Donc ils vont commander d'autres types de lanternes avec des cages en métal. Et finalement, à la fin de l'année 1667, il va être mis en place à peu près à Paris plus de 2000 lanternes publiques.
Enfin, ça augmente très vite puisque dès les années 1690, on passe à plus de 5000 lanternes. Et vers les années, vers la fin du XVIIIe siècle, on est facilement autour de 7000 lanternes. Alors j'ai plus les chiffres précis en tête, mais ça va lentement augmenter assez vite en fait. Et alors, on peut considérer que c'est le début de l'éclairage public? Totalement, parce que on lui donne un caractère permanent en fait. Alors permanent pour l'époque en fait, permanent pour l'époque parce que c'est pas toute l'année. C'est un éclairage qui commence à la fin du mois d'octobre et qui s'arrête à la fin du mois de mars. Donc voilà, on a autour de 5 mois d'éclairage. Pour nous, c'est pas grand-chose en fait, mais c'est déjà énorme. Et il y a des périodes où cet éclairage est coupé durant les périodes de pleine lune. Ça, c'est super intéressant parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur notre idée de la modernité dans notre imaginaire, où on pense tout de suite à l'intensité lumineuse, mais c'est totalement anachronique parce que si on coupe l'éclairage public en période de pleine lune, ça signifie qu'on considère que la lumière de la pleine lune au XVIIe siècle, XVIIIe siècle est suffisante, en fait. Donc la sensibilité dans l'obscurité est différente, en fait, de celle qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais alors, il y a une question qui vient là qu'on nous a posée. C'est qui paye? Ah, le nerf de la guerre. Ah bah tout de suite, hein, quand ça parle de thunes, là, vous êtes réactifs dans le chat. Hein. Alors, figurez-vous que l'éclairage public qu'on a aujourd'hui, au départ, ça vient justement de la guerre. Lors de la mise en place, lorsque Louis XIV oblige 30 villes françaises à s'éclairer, l'édit se termine sur les conditions financières, parce que c'est plutôt bien vendu en fait par la monarchie. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, à Versailles, il y a des financiers qu'on appelle des traitants qui proposent au roi de lui apporter une énorme somme d'argent. On est autour de 2 millions de livres. Pour vous donner une petite idée, une livre environ à l'époque moderne, c'est une journée de travail pour un travailleur ordinaire. Ouais. Pourquoi ils font ça? On est en période de guerre, justement. C'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui a commencé en 1688 et Louis XIV se retrouve face à une coalition européenne puisqu'on trouve l'Angleterre, on trouve l'Espagne, on trouve la Suède, on trouve le Saint-Empire contre lui. On est vers la fin de la guerre, tous les belligérants sont absolument épuisés. En fait, d'ailleurs, elle se termine en septembre 1697. L'édit date de juin 1697. Donc, ces 2 millions vont permettre à Louis XIV d'avoir des fonds pour la guerre de la Ligue d'Augsbourg. On ne sait pas pourquoi cet argent est proposé à ce moment-là par les traitants. On peut supposer qu'il y a une proposition faite au roi pour mettre en place de l'éclairage sur le modèle de Paris, mais dans l'idée d'apporter de l'argent. En fait, pourquoi pas de l'éclairage ou encore autre chose, peu importe. L'idée, c'est de mettre en place une nouvelle fiscalité. Donc, si je reviens à ces 2 millions de livres. On a 2 millions de livres qui sont versés à la monarchie, directement. Ces traitants ont besoin de se rembourser. Donc, on va demander à toutes les villes qui sont obligées de mettre en place de l'éclairage de récupérer une énorme somme d'argent d'un seul coup, qu'on appelle la taxe des lanternes, donc sur une année, les autres années, elles n'auront plus besoin de payer, qui sera prélevée sur les propriétaires des maisons. Voilà, donc en fait, on s'aperçoit que c'est un remboursement. Donc, pour faire simple, la mise en place de l'éclairage public vient d'un emprunt forcé dans un contexte de guerre, en fait. Concernant les villes de province, Paris est encore dans un cas différent. Et puis d'ailleurs, autre petit hasard, je pense que c'est pas un hasard, 1667, 1697, 30 ans plus tard, en sachant que 1697, ça correspond au moment où le lieutenant général de police qui avait mis en place le premier éclairage quitte sa charge pour devenir maître des requêtes et travailler au conseil privé du roi. Donc, il a peut-être proposé cette idée-là pour obtenir de l'argent et puis parce que tant qu'à faire, on peut apporter plus de sûreté aux villes, mais il y a quand même l'idée d'un prétexte. Et d'ailleurs,
je veux dire, dès 1697, quand les villes reçoivent cet édit, il y a une réaction unanime en fait de rejet. Et dans les gazettes de l'époque, on se moque en fait de l'édit des lanternes en disant que c'est n'importe quoi et que c'est pour apporter de l'argent et qu'en fait ça sert à rien. Et alors, tu nous disais tout à l'heure que typiquement durant la période médiévale, l'éclairage se concentrait sur certains points. Et est-ce que là, c'est aussi le cas ? Est-ce qu'il y a que certaines zones qui sont éclairées ? Est-ce que c'est toute la ville ? Alors justement, j'insistais tout à l'heure sur le côté spatial en fait, lorsqu'on s'intéresse à l'éclairage public, on a une diffusion progressive. Donc on part de points de lumière. J'ai oublié de parler des niches votives. Hein. Il y a les niches votives aussi qui existaient au Moyen Âge, qui sont encore présentes à l'époque moderne. Donc on en trouve encore beaucoup dans nos villes, hein, les espaces dans lesquels il y a des saints, des madones. On peut trouver ça au-dessus des portes de la ville, au-dessus d'une maison. Ils sont souvent vides d'ailleurs maintenant. Donc, en plus de ces espaces ponctuels, maintenant, on a toute la ville intramuros principalement. Il faut quand même avoir en tête que même si c'est pas le cas de toutes les villes de l'époque moderne, très souvent on a des remparts, donc des portes de la ville, donc un système de couvre-feu, on ferme les portes de la ville. Et ce n'est pas dit dans l'édit, ce n'est pas demandé, mais dans les faits, les municipalités considèrent que c'est à l'intérieur de ces remparts qu'il faut de préférence éclairer. Alors, pour une autre raison également, souvent les lieux de pouvoir municipaux et même de l'intendance se situent à l'intérieur des remparts. Donc, il y a d'un côté cette ville intramuros et de l'autre côté les faubourgs qui sont directement à l'extérieur des portes de la ville. Les faubourgs, c'est cet espace qui est un peu mixte entre l'espace urbain et l'espace rural. Bon, et alors dans les faits, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on va le mettre en marche, ce système d'éclairage public ? Qui allume ? Qui allume ? Qui allume ? Il faut tout inventer. Il y a déjà des propositions qui sont faites dans l'édit, puisqu'on se crée des entrepreneurs qui vont se spécialiser dans l'éclairage, et puis aussi des allumeurs. Donc, des entrepreneurs, au départ, ce sont des artisans locaux qui sont déjà engagés en fait. Alors dans d'autres domaines, ça va être des maîtres vitriers, des maîtres épiciers quand ça va devenir de l'huile, des maîtres chandeliers. Hein. Parfois d'autres artisans qui étaient absolument pas spécialisés, qui se mettent à fabriquer des lanternes, on ne sait pas pourquoi. Donc souvent se divise dans la ville l'entrepreneur qui se charge spécifiquement de la lanterne et de son entretien, et de l'autre côté un entrepreneur qui s'occupe juste des chandelles, en fait. En sachant que l'un des marchés est plus intéressant que l'autre. La fabrication des chandelles, généralement, attire un peu moins. On le voit lorsqu'il y a des mises aux enchères de l'entreprise de la ville. Parce que le suif, en fait, subit des fluctuations en fait, de prix assez importantes. Et d'un autre côté, sont créés les allumeurs. Alors là, c'est complètement nouveau. C'est pas un métier à proprement parler parce que ils ne font pas ça toute la journée. Donc les allumeurs, on peut appeler les préposés à l'illumination, les metteurs de chandelles. Donc il y a vraiment plein de termes qui sont utilisés. Ils travaillent en partie le matin parce que le matin, pour éviter de trop gêner la circulation, mais ils vont quand même gêner la circulation. Parfois peuvent s'occuper du nettoiement en fait de la lanterne, ou vont chercher les chandelles pour les mettre pour les mettre dans un lieu sûr, pour être plus efficaces le soir lorsqu'ils doivent prendre leur service en fait au sein de leur quartier. Donc le moment du matin de bonne heure et après le soir, l'éclairage commence dans les rues à peu près vers 17h en hiver et après ça va évoluer au cours de l'hiver. Et là, ils se retrouvent à plusieurs, en fait, dans la rue. Là, je peux renvoyer, en fait, à... Il existe une gravure sur les allumeurs qui date de 1719, conservée au musée Carnavalet, dans lequel on peut voir qu'ils sont à 4. Alors, sur le fond de l'image, on voit une vitrine éclairée, donc c'est un boulanger en train de faire son travail dans la nuit. Et puis, on a un homme qui passe avec une petite clochette, hein, parce que ça pose aussi la question de comment on annonce le début de l'éclairage. Donc,
à Paris, là, on l'annonce avec le son d'une petite clochette. Au centre de l'image, on a une femme, parce qu'on a des allumeuses. Ça, c'est hyper intéressant. Une femme qui a la lanterne baissée et qui est en train, avec une chandelle, de l'allumer. Au pied, à côté d'elle, il y a un enfant, parce qu'il y a des enfants qui travaillent en tant qu'allumeurs, qui portent un panier avec tout le matériel nécessaire. Et derrière eux, au niveau du mur, on a une boîte de lanterne. Alors ces boîtes de lanterne, c'est assez génial parce que aujourd'hui dans les villes, on en trouve encore quelques-unes et personne ne sait ce que c'est. Aujourd'hui, on peut les repérer parce qu'en fait, on a des niches à l'intérieur des murs avec une saignée tout en haut c'est là où on a posé un tube pour faire passer une corde. Donc, il y a la personne. Ça me permet de vous expliquer ce que c'est d'un point de vue technique parce que là, comme ça, c'est difficile de se l'imaginer. En fait, la lanterne publique du début du 18e à la fin du 18e siècle est une lanterne pendue au milieu de la rue. Elle passe sur une corde, en fait. Et donc, faut s'imaginer, et là, je renvoie donc il y a une autre gravure, notamment sur le site de la BNF, qui s'intitule La rue Quincampoix en 1720. Alors, c'est l'une des meilleures gravures qui représente ça, parce que l'iconographie est assez pauvre, en fait, sur les débuts de l'éclairage. Donc, corde tendue au milieu de la rue, et dans un premier temps, ça passe chez l'habitant. Donc, c'est l'habitant qui doit être tous les soirs à 17h pour descendre la corde. Donc, on peut s'imaginer. Et s'il le fait pas, il se fait engueuler par l'allumeur. Ouais, mais souvent ils sont pas là en fait. Et les habitants ont beaucoup de mal avec l'éclairage, mais on en reparlera après. Et donc bref, quand ça passe pas chez l'habitant, et on le voit sur la rue Quincampoix, on a un système de corde qui descend en fait à l'intérieur des boîtes dont je parle. Et cette corde, on l'appelle la corde dormante. Et la corde au centre de la rue, c'est la corde traversière, avec tout un système de poulies. On met des boîtes de manière à enfermer cette corde et c'est cette boîte qui est ouverte par l'allumeur pour ensuite ne plus être dépendant des habitants. Donc il a sa propre clé pour les boîtes. Ce qui est rigolo, c'est que les premières boîtes, et on les voit bien sur la rue Quincampoix, sont des boîtes en bois qui sont assez grandes parce qu'elles mesurent presque 1 mètre, donc elles sont toutes en longueur. On les voit en 2 parties, donc c'est la partie du bas en fait qui est ouverte par l'allumeur, donc à hauteur d'homme en fait. L'ennui, c'est que ces boîtes-là, elles sont défoncées tout le temps. Donc il y a des plaintes des entrepreneurs auprès de la municipalité. Ils doivent sans arrêt refaire les boîtes. Alors défoncer un peu volontairement aussi. On en reparlera aussi peut-être après par les coureurs de nuit. Et c'est pour ça que progressivement, on s'aperçoit qu'il faut peut-être imaginer un autre système. Et donc, les boîtes dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut voir maintenant dans les rues encore, enfin, les traces de boîtes, parfois la porte est restée, elles sont en métal. Donc, à partir des années 1750, 1760, il y a une niche qui est creusée dans le mur. Et là, elle n'est pas accessible. Donc, c'est une boîte de métal vraiment à l'intérieur et on peut difficilement la vandaliser, en fait. Moi qui vois, à chaque fois que je vois un radar défoncé sur le bord de la route, je me dis qu'est-ce qu'ils vont inventer pour essayer de le rendre plus résistant. Ils avaient cette réflexion-là à l'époque, mais pour mais c'est l'ancêtre des radars en fait, parce qu'on les casse assez souvent en plus, les lanternes. Ah, c'est ouf. Alors, dans le cas où il y a une lanterne qui s'éteint au cours de la nuit, on a des gars qui font des rondes pour les rallumer ou alors tant pis. Au tout départ, c'est pas encore bien organisé. C'est-à-dire que c'est un service public qui avance progressivement et qui va résoudre les problèmes assez lentement tout au cours du XVIIIe siècle. Donc au début, on a plutôt des plaintes d'habitants qui alarment sur l'entrepreneur sur le fait que tout leur quartier en fait est éteint. La réaction est pas forcément immédiate, ça arrive assez fréquemment en fait que dans la nuit les lanternes marchent pas très bien. Donc ça c'est plutôt dans la première moitié du XVIIIe siècle et ensuite progressivement on s'aperçoit qu'on prévoit dans les contrats qu'il y ait notamment des entrepôts avec des allumeurs qui seront présents la nuit, qui assurent une sorte de permanence en fait. On passe
pour faire simple, hein, parce qu'il y a un peu des modèles intermédiaires, mais on passe de la lanterne à chandelle à la lanterne à réverbère dans les années 1760-70, qui est une lanterne à huile, et avec des réflecteurs de lumière, mais qui éclairent beaucoup plus en fait, hein, que la première lanterne à chandelle. Et donc, lorsqu'on met en place des réverbères, le système s'est vraiment professionnalisé. Il y a toute une hiérarchie d'allumeurs, et il y a un allumeur de garde et qui peut aussi accompagner des patrouilles en fait de commissaires de police dans la ville. Mais ça, on le voit davantage à la fin du XVIIIe siècle. Faut plus s'imaginer qu'au départ, ça se fait un peu de façon aléatoire. De temps en temps, il va y avoir une réaction, on va rallumer la chandelle. Mais il n'y a pas de surveillance en fait systématique ou de ronde faite pour vérifier si l'éclairage fonctionne bien. Je repense là parce que tout à l'heure je m'invente cette chanson avec les taxis de lumière. Les fameux taxis de lumière, ils ont pas un peu gueulé quand c'est arrivé l'éclairage parce qu'ils ont paumé leur boulot eux. Mais non, ça continue à fonctionner en fait. C'est deux types d'éclairage différents qui peuvent s'additionner. Alors, pour quelles raisons ils peuvent être utiles ? J'ai expliqué que l'éclairage est plutôt mis dans la ville intramuros. Après, il y a des quartiers qui sont mieux éclairés que d'autres, en fait. Si je prends l'exemple de Rennes, on a le quartier autour du Parlement de Rennes, hein, qui est une cour de justice royale à l'époque, en appel, qui est beaucoup plus éclairé. C'est là où vit l'élite aussi de Rennes. Hein. Donc, selon le quartier où on habite, on peut avoir besoin de davantage d'éclairage parce que, alors les municipalités sont un peu filoutes. Hein. On demande dans l'édit que les lanternes soient à une distance d'environ 10 mètres, hein, 9-10 mètres. C'est pas systématiquement respecté. Hein. Très souvent, on rajoute, c'est multiplié par 2 ou par 3 en fait. Donc je suppose que selon le quartier où on habite, on peut avoir besoin de faire encore appel à ces porte-flambeaux, porte-falots. Et puis c'est un côté rassurant. On n'est pas tout seul en fait, parce que même s'il y a cet éclairage public, il y a quand même une sacrée contradiction. On est dans des villes de couvre-feu en fait. On n'est pas censé circuler la nuit. Et c'est une contradiction à laquelle la monarchie n'a pas du tout pensé lorsqu'elle a mis en place l'éclairage public. Elle l'a vu comme un outil essentiel de la police. Or, éclairer la rue est utile à tout le monde. Alors justement, tu l'as brièvement évoqué là il y a quelques minutes. Cet éclairage public, comment est-ce qu'il est accueilli par les gens ? Mal, au départ. Mal. Alors, qui sont les gens ? D'abord les municipalités. Lorsqu'elles reçoivent l'édit, dans toutes les villes que j'ai étudiées, il y a, alors soit on retrouve directement le document, ou en tous les cas on en a des traces indirectes. Il y a des envois de placés. Alors un placé, c'est une plainte en fait qui va être envoyée au Conseil du roi. Elles sont hyper intéressantes parce qu'on trouve toutes les raisons pour lesquelles les autorités publiques considèrent que ça n'a pas un grand intérêt de mettre en place de l'éclairage. Alors on trouve plein d'arguments, aussi des arguments de mauvaise foi. Donc, normal. Voilà, normal. Alors, évidemment, le premier argument, on s'en doute, hein, il y a une taxe qui est mise en place sur les propriétaires. Les propriétaires sont pas ravis de devoir payer une taxe dans une ville qui s'éclairait pas, en sachant que la France de Louis XIV, elle est connue pour avoir plein de taxes, tout le temps. Et puis, en période de guerre, on en a encore plus. Je précise aussi que en 1693-1694, il y a eu une très grosse crise, en fait, économique en France avec des famines. La population se porte pas forcément très bien. Ils se sont pas complètement remis, en fait. Donc, je suis en train de me perdre dans ce que j'explique. Tu peux me redonner ta question pour pas me perdre? Oui, c'était pourquoi est-ce que les gens, est-ce qu'ils l'ont bien reçu? Tu m'as dit non, ils étaient pas très contents. Ça a commencé par les municipalités. Voilà, donc du coup, oui, voilà. Il y a l'aspect financier par rapport à la taxe. On peut le voir également parce que, je prends l'exemple de Marseille que j'ai bien étudié. À Marseille, il y a des propriétaires nommés pour aller chercher cette taxe auprès des autres propriétaires. Et ben, ils démissionnent de leur charge, en fait. On leur claque la porte au nez pour récupérer la taxe. Ils lâchent l'affaire. Les autres raisons invoquées sont l'urbanisme de la ville. Les rues sont pas comme celles de Paris. Il y a des rues qui sont
voilà, beaucoup plus étroite. La taille des bâtiments n'est pas la même. On en a, enfin, d'un point de vue économique, ça marche pas. Par exemple, dans le sud de la France, on utilise de l'huile d'olive et on veut pas utiliser du suif parce que le suif, on n'en produit pas tant que ça. Inversement, dans la ville de Rennes, donc là, on est à l'ouest, et ben le suif, on l'utilise tellement que ça va faire exploser les prix du suif. Donc c'est pas intéressant. Donc il y a même des arguments météorologiques. À Montpellier, on explique que à cause du vent du Mistral, ça va pas marcher leur système, hein, parce que c'est des chandelles à l'intérieur. Il se trouve que la cage de la lanterne, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais faut imaginer que les premières lanternes, elles font une 50aine de centimètres de hauteur sur une 30aine de centimètres de largeur. C'est assez massif et c'est lourd, c'est super lourd. Donc elles se balancent un peu au milieu de la rue. Donc ils considèrent que voilà, le vent, il va souffler dessus, ça sert à rien. On va passer. Et Brest utilise le même argument que Montpellier. Mais ce que je trouve intéressant, le plus intéressant dans l'histoire, c'est que revient par contre dans la plupart des placés, l'inutilité, et c'est vraiment le mot qui est utilisé, l'éclairage, enfin les lanternes sont inutiles. Parce qu'en fait, la ville assure sa sûreté déjà d'une autre manière. Et c'est là que je pourrais, si tu me le permets, lire un passage en fait du placé de Rennes de 1697. Oui, écoute, je t'en prie, vas-y. Cet établissement sera peu utile dans votre ville de Rennes, où le Parlement est en séance, où Monsieur de Nointel, alors Nointel c'est l'intendant, réside ordinairement et où est le siège d'un présidial, donc c'est un autre tribunal. Il faut observer une exacte police. Ainsi, on ne voit jamais arriver d'accident pendant la nuit. Là, il y a peut-être un peu de mauvaise foi. Et votre majesté, ayant incorporé à la communauté les charges de capitaine et d'officier que vous aviez créées, alors là, on parle de la milice bourgeoise, c'est-à-dire que la milice bourgeoise, c'est une sorte de police de citoyens bourgeois qui connaissent bien leur ville et qui en ont la charge, en fait. Elle les a distribués à de bons habitants qui, chacun dans leur quartier, tiennent la main à ce qu'il ne se fasse aucun désordre, et tous les soirs, les portes de la ville étant fermées, avec exactitude aux 10 heures, elle jouit d'une profonde tranquillité. Et c'est là qu'on peut souligner le lien entre l'inutilité de la mesure et le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est couvrir le feu. Alors pourquoi on mettrait de la lumière alors qu'il y a un couvre-feu ? Alors justement, la lumière, tu vois, moi, ça nous est peut-être tous déjà arrivé à un moment donné d'aller pioncer à un endroit où c'est pas chez nous, voire si chez nous et qu'on n'a pas de chance. Et puis, manque de bol, juste en face, il y a un lampadaire. Et là, on se dit, c'est vraiment trop chiant, j'arrive pas à dormir à cause de cette lumière. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce qu'il y avait des plaintes à l'époque de gens qui se sont dit, non mais attendez, moi j'arrive plus à dormir, là, il y a les... il y a les lumières. Étonnamment, non. Je ne suis tombée sur aucun document d'habitants se plaignant de l'éclairage qui rentrerait dans son intérieur, en sachant qu'on a quand même des systèmes, alors du coup de volets, mais non, je l'ai pas trouvé. Mais je me suis posé la question aussi, effectivement, en sachant que c'est vrai que quand c'est suspendu au niveau du premier étage, à peu près, forcément, on a un peu de lumière chez soi. Et si, je peux rajouter quand même que ça peut être vu comme quelque chose d'utile, parce que la lumière coûte cher, donc avoir de l'éclairage gratis qui rentre dans son intérieur, potentiellement c'est intéressant. Et alors, si dans un premier temps c'est plutôt donc mal accueilli, comment est-ce qu'on va pouvoir faire la promotion de ce dispositif ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Louis XIV en fait la promotion dans un cercle très fermé, en fait, le cercle on va dire des monarchies européennes, via la frappe de médailles. Alors, il en fait la promotion surtout pour l'éclairage, enfin, pas surtout, seulement pour l'éclairage parisien. L'éclairage de 1197, on n'en a pas la trace. Alors, il y a 2 médailles qui sont connues. Il y a une première médaille au moment du Conseil de réformation de la police de 1666. Et sur cette médaille, on peut les trouver en ligne sur Internet assez facilement. D'ailleurs, on les vend. La première médaille, on voit la ville de Paris, donc représentée sous la forme d'une femme, sur un pavé.
parfaitement propre, parfaitement aligné, et le ciel est un peu sombre. Donc on imagine que donc les nuages qui ont été représentés signifient l'obscurité. Elle tient une lanterne en fait d'un côté, et de l'autre côté, elle a une main qui est ouverte du côté des ténèbres. 1669, on a une deuxième médaille, et cette médaille a un peu évolué. Cette médaille, on a une représentation donc, la même de la ville de Paris sur le pavé, sauf que maintenant, l'obscurité dans le ciel a disparu, et elle tient une bourse dans la main où elle ne tenait pas de bourse, et de l'autre côté, la lanterne. Ce qui est une manière... alors, le titre, c'est la netteté et sécurité dans la ville, c'est une manière de montrer que la mesure mise en place par Louis XIV est une mesure qui fonctionne, en fait. Ça souligne son succès. Mais ça suffit pas à ce que les gens ils disent ok d'accord. Ouais, alors voilà, donc ça oui, bon ça c'est la promotion petite échelle. Du côté des gens justement, donc ils vont avoir à peu près la même opinion que les municipalités. L'ennui, c'est que pour connaître l'opinion publique à la fin du XVIIe siècle, on n'a vraiment pas grand-chose. Donc il faut voir les rapports de police. Et on s'aperçoit que dès la mise en place de l'éclairage, il y a des bris de lanterne. Et on ne brise pas simplement une lanterne. C'est-à-dire qu'en une soirée, ça se fait de nuit, généralement, on peut briser jusqu'à 50 lanternes. Si je prends l'exemple de la ville de Rennes, au début, on installe à peu près 500 lanternes dans la ville. Donc 50 lanternes sur 500 lanternes, lorsqu'on est entrepreneur... 10% du parc... On est un peu en colère quand même. Donc, ces lanternes, elles sont brisées par ce qu'on appelle des coureurs de nuit. Ces coureurs de nuit, ce sont des hommes, principalement, de jeunes hommes. Et quel est leur profil? On trouve parmi ces hommes des étudiants, de jeunes artisans en apprentissage. On trouve des militaires, on trouve des étrangers. Je pense à les Italiens qui sont accusés à Lyon en fait de briser les lanternes. Donc il peut y avoir du coup quelque part aussi des boucs émissaires, des domestiques qui vont les briser. À Montpellier, ils ont conservé, et ça c'est absolument fabuleux parce que c'est le seul endroit en France pour l'instant que j'ai trouvé avec ce type de source, 4 énormes registres de contravention pour les bris de lanterne. Alors c'est pas suivi. D'abord il y a un premier registre entre 1697 et 98. Sauf que Montpellier va pas conserver jusqu'à la fin son éclairage. Elle va l'arrêter au début du XVIIIe siècle. Elle le reprend dans les années 1750. Et là, on a trois nouveaux registres, en fait, irréguliers, mais qui courent jusque dans les années 1790. Donc là, on apprend quels sont les objets utilisés qu'on lance dans les lanternes. Alors, il y a plein de manières de les détruire. On peut lancer des pinceaux, des bottes de carottes, des boules de neige, à peu près tout ce qu'on a sous la main. Ça devient presque une sorte d'exercice viril de pouvoir la viser. C'est une cible au milieu de la rue. Faut imaginer le côté jouissif d'avoir cet objet là qui se balance, lumineux. Voilà pour les garçons. Donc c'est cet exercice de virilité. Et puis d'un autre côté, on peut aussi faire un choix beaucoup plus radical de couper la corde. En fait. C'est pour ça qu'après, on met des tubes de métaux, en métal, qui montent suffisamment haut sur la façade de manière à ce qu'on puisse pas atteindre la corde. Après, les petits malins vont réussir à trouver des systèmes pour escalader et la couper quand même. Et puis, on peut imaginer qu'en pleine nuit, le bruit d'une ou plusieurs lanternes qui sont brisées, c'est épouvantable, en fait, dans des rues qui sont beaucoup plus étroites qu'aujourd'hui. Donc voilà, on a ces coureurs de nuit qui, généralement, sont pas du quartier. Ça peut même... Et là, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais on peut aussi le voir comme des sortes peut-être de batailles entre quartiers. Donc, il y a ces réactions-là, d'un côté, et de l'autre côté, on s'en prend aussi aux allumeurs. Et là, ce sont les habitants du quartier. C'est-à-dire que quand les allumeurs font leur travail dans la rue, ils sont régulièrement agressés. Alors, agressés de plein de manières différentes. On les insulte. Les allumeuses aussi,
et même peut-être les allumeuses davantage, mais là, il faudrait pouvoir pousser sur les femmes en particulier. Et on les tape. À Grenoble, il y a un allumeur comme ça qui se retrouve en fait à plus pouvoir faire son travail parce que au mois de décembre 1697, il s'est retrouvé par terre et avec des coups de pied en fait d'un couple, et c'est relativement fréquent. Donc le travail d'allumeur est relativement dangereux. À Rennes, j'ai un autre exemple qui me vient. On a un allumeur qui en train de faire son travail le soir, et là il y a un carrosse, un aristocrate qui arrive, il est pressé, ça l'arrange pas, et donc il défonce donc l'allumeur saute sur le côté, il raconte ça dans le procès verbal de police, il réussit par idée du service public à prendre en fait le matériel et à le mettre sur le côté rapidement, et là il est très énervé, il crie en fait sur le domestique, et le domestique répond que il s'en foutoie et que son maître était puissant, et voilà, donc le genre de scène assez fréquente qu'on peut trouver. Alors, tu nous dis qu'effectivement, donc, il y a eu une rupture en 1697 avec la proclamation de cet édit, dans un contexte, du coup, de fin de guerre, etc. Il y a une trentaine de villes qui ont été sélectionnées. Comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées, ces villes? Dans l'édit à proprement parler, il n'est signalé que une illumination qui concernerait les principales villes du royaume. Donc en fait, moi, pour connaître la liste des 30 villes, j'ai dû fouiller dans les registres du Conseil d'État. J'ai dû fouiller pour avoir au fur et à mesure des bouts de liste, puis des listes complètes. C'est-à-dire que ça prouve qu'au départ, on est dans l'idée d'avoir un certain nombre de villes, plutôt les villes importantes. La deuxième ville du royaume, c'est Lyon. Juste après, on a Marseille, hein, notamment. Pour que ce soit des villes qui soient solvables, tout simplement. Alors, si c'est des villes qui sont trop petites, elles auront jamais les moyens de payer cette taxe, en fait. Donc c'est surtout pour ça. Et ça veut dire que la monarchie a, et je le vois en fait, parce que j'ai trouvé des lettres hein, dans des villes qui ne mettent pas en place de l'éclairage, sans que j'ai pu trouver l'édit, il est dit il y a trop de pauvres en fait dans la ville, donc elles pourront pas payer. Le Havre écrit à la monarchie pour dire que ils sont dans le commerce dans la pêche, dans l'activité de la pêche à la morue, et que cette activité est en plein déclin, donc ils auront jamais les moyens de payer la taxe en fait. Donc voilà, c'est vraiment une question d'être solvable ou pas. Donc on comprend, là, dans la première moitié du 18e, ça reste un peu compliqué de développer cet éclairage public, et ça se cantonne du coup à cette trentaine de villes, où quand même on commence à voir d'autres villes qui prennent l'initiative de s'équiper? Dans un premier temps, ces 30 villes, on peut dire que les 3/4 des villes de l'édit mettent en place l'éclairage. C'est énorme. Donc la mesure de Louis XIV, qui est quand même pas super bien accueillie, elle fonctionne. Donc c'est un premier succès de la monarchie. Il se trouve qu'à partir des années 1710, voire même un peu avant, certaines commencent à lâcher l'affaire parce qu'elles considèrent qu'elles ont d'autres priorités. Hein. Et j'insiste bien là-dessus. D'où l'idée le fait que l'éclairage puisse être vu comme inutile. Des villes comme Brest, des villes comme La Rochelle mettent en place des casernes qu'ils considèrent comme étant prioritaires. Je prends l'exemple de Lyon ou de Tours. Ils vont financer plutôt des hospices pour les pauvres. Hein. Priorité. Mais dès les années 1750, les villes qui, entre-temps, avaient abandonné se mettent à remettre en place de l'éclairage. Et là, ça ne vient pas de la monarchie. C'est vraiment les municipalités qui sont en demande de ça, en fait. Et elles vont... parce que là, la monarchie, elle leur donne plus de l'argent, c'est logique. Elle a arrêté de leur verser la rente. Alors, si je m'aperçois, j'ai oublié de dire quelque chose d'important tout à l'heure. Quand je parle d'un emprunt forcé, la taxe qui est versée, la monarchie promet les années suivantes de la reverser en petits bouts sous forme d'une rente pour financer l'éclairage. Voilà, juste pour la petite explication financière. Pour faire passer la pilule. Ouais, pour faire passer la pilule. Mais non, finalement, c'est une rente, c'est pratique. Voilà. Donc, sur le rapport des habitants, donc voilà, dans les années 1750, donc ces villes rétablissent l'éclairage, et elles vont le rétablir grâce à des souscriptions publiques d'habitants. Il y a des habitants volontaires qui proposent de payer
l'éclairage. Dans ces habitants, évidemment, ce sont les élites. Même parfois l'intendant lui-même, la municipalité, y mettent de leurs propres deniers, en fait. Et les villes s'influencent entre elles. Alors moi, je l'ai pas fait dans mon livre, hein, et dans le travail de thèse, mais ça pourrait être fait plus tard, hein, par les personnes qui sont motivées. On pourrait dessiner un réseau de correspondance entre toutes les villes du Royaume de France, et même au-delà, en fait, parce qu'elles se renseignent les unes auprès des autres. Je prends l'exemple de Montpellier, Bayonne, Bordeaux, Marseille, qui échangent entre elles. Et pour Bordeaux et Montpellier, elles remettent en place leur éclairage public quasiment au même moment, en se donnant des informations. Une ville comme Bordeaux, elle met en place un éclairage, alors en s'informant à l'échelle régionale, mais aussi parce c'est une ville de négociants, hein, et dans ces négociants, il y a un négociant hollandais qui va régulièrement à Londres et qui s'est rendu compte en fait que les lanternes londoniennes des années 1750, c'est absolument génial, ça éclaire bien mieux que les lanternes à chandelle, et il va faire importer par bateau, ça transite en fait par Rotterdam, 2000 lanternes de Londres. Hein, et on imagine donc voilà ensuite par navire jusqu'à Bordeaux, ils vont les débarquer, et plusieurs villes, je pourrais citer aussi Lille, c'est même encore plus tôt, Lille, mettent même en place des modèles de lanternes qui sont plus modernes. Et je m'aperçois que je m'éloigne un peu par rapport à ta question, du coup. Non, mais parce qu'en fait, là, tu me fais une super transition. Donc, C'est vrai, alors je m'arrête là. Ben oui, Ouais. vraiment parfait. Merci beaucoup. Mais justement, là, ça prouve. Enfin, ça prouve. Est-ce que c'est symptomatique du fait que on est à la bourre par rapport à d'autres? Au départ, non, parce qu'il y a vraiment un rôle de Paris en fait à l'échelle européenne, puisque on s'aperçoit, il y a un historien, Craig Koslowski, américain, qui a publié un ouvrage sur l'éclairage en Europe, et qui a choisi que quelques grandes villes européennes. Il a fait une carte qui part de Paris. Donc lui, il n'a pas travaillé trop sur les villes de province en fait, et de Paris, on s'aperçoit que dans les années 1760, on a rapidement Amsterdam, Hambourg, Bruxelles, puis d'autres villes du Saint-Empire romain germanique. On a ensuite Londres, même ça va jusqu'à Turin, où un éclairage public se développe, en fait, allez, on va dire jusqu'aux années 1680-1690. Donc, dans quelques grandes capitales européennes, en fait, hein. Donc voilà, il y a cet effet de diffusion. On a donc du mal durant cette première moitié du XVIIIe siècle, et puis d'un coup, on le voit, il y a un essor sur la seconde moitié du XVIIIe siècle. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce boom finalement de l'éclairage public? La deuxième moitié du XVIIIe siècle, on peut l'expliquer parce que et il y a une accélération dans les années 1760, on va dire. Le contexte économique, démographique de la France a changé, hein. Tout en restant tout en faisant des nuances, bien sûr, mais on peut considérer qu'il y a un contexte démographique croissant. Enfin, la démographie augmente, l'économie se porte beaucoup mieux, donc on est en période d'expansion économique. Il y a quand même moins de famine, hein. La dernière peste de Marseille date de la première moitié, des premières décennies du XVIIIe siècle. Donc, ce contexte d'expansion est favorable au développement du confort, y compris dans les intérieurs, hein. On va trouver plus d'éclairage dans les intérieurs, on trouve des miroirs, il y a les vitres, hein, qui commencent à se développer donc les fenêtres commencent à avoir des vitres aussi. Donc, ce contexte d'expansion, de confort, fait qu'il y a une demande en fait de la part de la population, et je serais tentée d'utiliser l'expression, il y a une sorte de convergence des désirs. Donc au départ, il y avait ce désir de la monarchie de développer l'éclairage dans la ville, et donc avec une vraie rupture avec les populations et les municipalités. Dans les années 1760-70, il y a une demande qui part du bas, très clairement, et qui converge avec l'autorité centrale qui est même
prête à lancer des concours pour améliorer l'éclairage. Les municipalités sont aussi demandeuses et cette convergence, en fait, on la voit parce que dans les villes apparaissent une source totalement nouvelle qui nous permet de connaître l'opinion publique des habitants, les pétitions. La plupart des villes que j'ai étudiées, on trouve des demandes, des suppliques, des pétitions d'habitants. Ça peut aller jusqu'à une soixantaine d'habitants d'un quartier qui réclament de mettre en place un éclairage, et pas n'importe quel éclairage, de l'éclairage au réverbère. Ce sont plus les mêmes que les lanternes à chandelle. Donc, années 1760, 70, 1780. Parlons-en justement un peu des réverbères. Hein. Alors, la lanterne à réverbère, dans un premier temps, c'est un flop, comme la plupart des inventions techniques. On considère que l'inventeur de la lanterne à réverbère s'appelle donc Bourgeois de Châteaublanc. Alors vraisemblablement, quand on s'intéresse à l'histoire technique, il n'y a jamais un seul inventeur. Mais on a retenu son nom. C'est peut-être un peu injuste, mais Bourgeois de Châteaublanc, c'est un ingénieur mécanicien. Et en 1744, il propose à l'Académie des sciences, donc quand même prestigieuse, un modèle de lanterne à réverbère conique en verre, dans lequel il n'y a plus de carreaux, parce que les lanternes dont je parlais tout à l'heure, c'était des lanternes avec des carreaux, en fait. Et qui renvoyaient les carreaux sur le sol. J'ai participé à des reconstitutions de cet éclairage dans la rue, sur le pont Notre-Dame à Paris, donc on le voit vraiment très bien. Et à l'intérieur, donc il y a une lampe à huile et des réflecteurs de lumière. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit réverbère pour plein de luminaires, mais réverbère, ça vient de la lanterne à réverbère. Et les réverbères, ce sont des petits réflecteurs de lumière, concaves, argentés, qui sont mis, en fait, derrière les petites lampes à huile et qui peuvent se diriger et qui vont décupler, en fait, la lumière de la lanterne. Les premières lanternes à chandelle, elles éclairent sur une portée d'une dizaine de mètres. Les lanternes à réverbère éclairent sur une trentaine de mètres. C'est énorme. Oui, d'autant qu'en plus, tu nous disais avant qu'on avait tendance à vachement plus espacer les points lumineux. Bah là, du coup, ça vient combler tous les trous, quoi. Bah voilà. Et elle marche vraiment bien. Ça devient une mode, au point que j'ai parlé d'une réverbéromanie. Alors réverbéromanie parce que en référence à la ballomanie, pour l'aérostation, en fait, il y a un travail de Marie Thébault-Sorgé là-dessus. Donc c'est une mode, les réverbères. Donc c'est pour ça donc qu'il y a autant de demandes d'habitants. Et alors, ce système des réverbères, il va remplacer rapidement les autres éclairages ? Oui, un rythme assez rapide, c'est-à-dire à peu près 10 ans, parfois moins, les lanternes à réverbère remplacent tout de suite les lanternes à chandelle. Selon parfois des modalités différentes, pour la petite anecdote, un faubourg de Montpellier, les habitants détruisent entièrement les lanternes à chandelle de manière à ce qu'on leur mette des réverbères, en fait. Voilà, un éclairage qui est plus moderne. Alors, donc, il faut juste un tout petit temps pour qu'elles soient acceptées, ces lanternes à réverbères, parce que le modèle de Bourgeois de Châteaublanc fait un flop parce qu'il coûte trop cher à produire. Donc ça se répand pas très vite dans les années 1740 à Paris. Le moment où ça se répand, ces lanternes, c'est au moment où il y a la mise en place d'un concours national lancé par l'Académie des sciences à la demande du lieutenant général de police, qu'on voit revenir. À l'époque, il s'appelle Antoine de Sartine. Donc sur la manière d'éclairer les villes, les rues d'une grande ville. Et ce concours qui date de 1763, et qui, donc le temps des expérimentations, parce que ça marche pas tout de suite, il y a pas suffisamment de mémoires qui sont envoyées, donc ça dure jusqu'en 1766. Ce concours va faire connaître la lanterne à réverbère et va vraiment créer une impulsion, et ça va accélérer la diffusion à l'échelle des villes. Alors, si je parle un petit peu de ce concours qui, à mon sens, est vraiment un tournant au XVIIIe siècle dans la diffusion de l'éclairage public, ce concours, au départ, l'Académie des sciences, lorsqu'elle le lance, il y a 7 mémoires qui sont envoyées.
Et les académiciens sont plutôt en colère, considèrent que c'est un échec. C'est pas intéressant, hein, ce qui est proposé. Et le lieutenant général de police, il se bat pour que il y ait quand même une récompense qui soit distribuée. Et on a un petit artisan vitrier qui obtient une petite récompense alors, je crois, de 200 livres, hein, pour le mémoire qu'il a fait, parce qu'il a amélioré les lanternes à chandelle. Et comme ça n'a pas marché, le lieutenant général de police propose de relancer, mais à un prix beaucoup plus intéressant. Il propose pour 2000 livres donc de récompense, et là on a à peu près, il me semble, 39 mémoires envoyées, on les a pas tous conservés, et dans ces mémoires, il y a Bourgeois de Châteaublanc qui participe, pour le coup, avec sa lanterne à réverbère, donc il fera partie des lauréats. Et Lavoisier. D'accord. Et c'est le moment où Lavoisier n'est pas du tout connu en France, hein, il a une vingtaine d'années, hein, avant de rentrer à l'Académie des sciences à la suite de cette participation-là, puisqu'il fait plein de tests sur les lanternes, et lui obtiendra une médaille d'or, parce qu'en fait il fait un gros mémoire avec plein de dessins techniques à l'intérieur, pour... Et donc, l'Académie des sciences considère que c'est le seul mémoire, on va dire, avec une réflexion scientifique qui mérite la médaille d'or. Hein. Les autres se partageront en fait le prix de 2000 livres. C'est un tournant puisque à partir de là, très peu de temps après, un contrat est signé pour la capitale pour mettre en place de l'éclairage à réverbère. Et alors là, plein de villes de province se mettent en contact avec les lauréats, ou alors c'est le contraire pour mettre en place des lanternes à réverbère en fait. Et alors, c'est à ce moment-là aussi, alors tu nous parlais de l'éclairage dans les faubourgs, donc sur cette seconde moitié du XVIIIe siècle, on commence déjà à avoir un désenclavement des faubourgs sur les éclairages ? Oui, complètement. À Bordeaux, dès lors que ce sont des négociants en fait qui remettent en place l'éclairage public, les quartiers des négociants sont les premiers rééclairés. Je pense au faubourg des Chartrons, par exemple. Rennes, c'est figure d'exception parce qu'à Rennes, on avait déjà des faubourgs un peu dans le nord de la ville qui étaient éclairés parce que l'intendant s'y trouvait. Mais on peut voir que dans la ville, à Marseille, donc il y a un contrat qui est signé en 1785 avec Tourtis-en-Grain, dont je parlais tout à l'heure. Et dans ce contrat, il est prévu que les faubourgs soient éclairés. Et il en va de même à Paris, c'est-à-dire que Paris, à partir des années 1720, elle avait un peu des défauts, oui, c'est-à-dire que comme les villes de province, elle a d'abord éclairé plutôt le centre de la ville. Alors parmi les quartiers les plus éclairés de Paris, on a notamment la Cité, on a le quartier des Halles. Hein. Donc voilà, ça se diffuse à l'échelle des faubourgs. Hein. Et pour les villages, ça sera quand même plus tardif ? Ah oui, les villages, pas du tout. Ça donne l'occasion de redonner un chiffre quand même important. La population urbaine au XVIIIe siècle, c'est 20% de la population française. Donc, ça reste quelque chose. C'est rien par rapport à aujourd'hui. C'est ultra minoritaire. Ouais, donc c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça soit réservé à une élite, à une bourgeoisie au départ. Bah en fait, au final, même s'il y a des pauvres dans les villes, ça reste quand même réservé à une petite partie de la population, quoi. Oui, et ce qui fait qu'on l'a aussi au départ associé au luxe. Et c'est assez amusant parce que les rares villes qui n'ont pas voulu s'éclairer à la suite de l'édit. Hein, on a Aix-en-Provence, donc Aix à l'époque, Marseille, Toulon. Hein. Aix, lorsqu'elle commence à mettre en place l'éclairage d'elle-même dans les années 1780, en même temps que Toulon et Marseille, Toulon, Marseille et Aix, dans les archives d'Aix, on peut trouver des plaintes parce que par rapport au coût en fait de cet éclairage qui serait du luxe, qui servirait qu'aux riches. En fait, parce qu'on met une place sur le pain. Alors en plus, sur le pain, l'alimentation et l'éclairage. Hein. De la même manière, on voit dans la ville de Tours, dans les années 1780, on critique cet éclairage alors, l'éclairage, pour le coup, là, au réverbère qui est en train de se développer, parce qu'on l'associe au théâtre, aux gens qui vont au théâtre. Toute la population ne va pas au théâtre le soir. Dans la ville de Montpellier, et là c'est vraiment à la mise en place de l'éclairage public en 1697, on considère que c'est une ville où il y a beaucoup de paysans. Le paysan, lui, sort pas le soir.
en fait, la nuit. Durant le pré-entretien, tu nous as parlé de Tourtis sans grain. Oui, alors, Tourtis sans grain, il est né dans les années 1720. C'est un Normand. Il est né dans un petit village à proximité de Dieppe et il est absolument passionnant. Alors déjà, ça permet de donner aussi la chair à un entrepreneur que je connais mieux que les autres, dans le sens où, pour la première fois, on a un homme qui prend en charge plus d'une vingtaine de villes. On n'a plus ce système complètement écarté et éclaté en fait de petits artisans locaux. Il vient d'un petit village normand et en fait, il a une ascension sociale absolument fulgurante. Il vient s'installer à Rouen. Il commence à travailler donc dans la soie. À Paris, dans le quartier de la Courtille, donc on est au niveau des faubourgs, il met en place donc une entreprise de lustrage de la soie, très à la mode à l'époque. En fait, il sent les bons filons, hein, Tourtis sans grain. Un bon businessman. Ouais. Voilà. Et en 1769, bourgeois de Châteaublanc signe un contrat pour l'éclairage de Paris au réverbère avec le lieutenant général de police Antoine de Sartine, hein, le même qui avait lancé le concours, et qui apparaît sur le contrat, Tourtis sans grain, en fait. Et plusieurs années après le début de cette entreprise et du contrat parisien, il est le seul aux manettes. Au point que dans les années 1770, on l'appelle Tourtis sans grain et compagnie. En fait, il est le seul à signer tous les contrats avec les grandes villes du royaume. Donc, il a senti le gros marché bien juteux, alors que c'est absolument pas un spécialiste de l'éclairage public. Il se spécialise vraiment sur le tard. Et c'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, ça marche à fond. Donc, en plus, il se fait une réputation nationale. Les municipalités le contactent. Il est ami avec les intendants. Il est proche de la royauté. Il est proche de Madame de Pompadour, qui a été témoin à l'un de ses mariages. Il est proche d'Antoine de Sartine, qui a été témoin au mariage de sa fille. Et donc de là, il développe un réseau énorme avec plein de nouvelles villes qui commencent à s'éclairer. On parlait de la diffusion, donc quelles nouvelles villes commencent à s'éclairer? Des petites villes, Landerneau en Bretagne, Morlaix, Melun, Dieppe, Dieppe, pas très loin de chez lui. Voilà, donc Arras, alors là des villes un peu plus grandes, Nancy, s'éclairait pas non plus. Donc il obtient plein de nouveaux marchés Tourtis sans grain, mais dans les années 1780, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est connu, il commence à y avoir des résistances, en fait, parce que c'est un Parisien. Et donc, dans le sud de la France, notamment, dans le sud-est de la France et dans le sud-ouest, ça passe pas. Marseille fait appel à lui, mais en fait, Aix-en-Provence et Toulon, Aix au départ hésite et finalement elles veulent pas de lui et elles expliquent pourquoi elles veulent pas de lui. On a même des artisans locaux en fait qui sont vent debout, qui sont hyper énervés parce qu'ils considèrent que c'est pas normal qu'on a un entrepreneur qui connaît pas la ville, qui se mette à prendre leur travail en fait. Là où il fait fort Tourtis sans grain, et on a le même phénomène à Bordeaux, on a le même phénomène à Lille. Donc en fait, loin de Paris, hein. Il réussit juste à s'implanter à l'ouest parce qu'il me semble qu'il a son beau-fils qui œuvre en fait dans l'Ouest. Donc il y a une résistance et notamment, alors parce que c'est un Parisien et parce qu'il prend en charge tout l'éclairage de la ville. C'est-à-dire que la municipalité, elle a plus rien à faire. Il gère la surveillance des lanternes, il envoie les lanternes produites à Paris, les réverbères donc parisiens, il choisit ses artisans, il choisit ses allumeurs. Voilà, il n'y a plus de régie municipale. Il enlève les pouvoirs des villes en fait. Et c'est une entreprise, on rentre en plein dans le capitalisme là. Avec Tourtis sans grain. Oui, il arrive avec une belle solution, clé en main, vous n'avez rien à faire. Exactement, c'est le pack, en fait. Alors, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait une évolution des métiers avec l'arrivée de l'éclairage. Est-ce que, avec ce nouveau boom de l'éclairage public, on a aussi une nouvelle évolution des métiers autour de la lumière? Oui, alors déjà on le voit très 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 fortement au niveau des allumeurs. Puisque les allumeurs, j'ai expliqué que c'était plus le matin, le soir, et puis c'est un travail saisonnier, ils font plein d'autres trucs à côté, hein. Ils sont fossoyeurs, carreleurs, cordonniers, c'est des petits métiers, hein, être allumeur, mais ça leur prend un peu plus de temps avec les réverbères, dans le sens où déjà le maniement est beaucoup plus technique. La preuve, à Montpellier,
on met en place une formation. Alors, c'est pas une longue formation, hein, c'est une formation de 2 semaines. La première semaine, les allumeurs commencent en fait à manipuler les lanternes. Alors, pas dans les rues, j'imagine dans un entrepôt ou peu importe. Ils apprennent à les garnir, à les nettoyer. Dans un second temps, la deuxième semaine, ils vont dans les rues, ils apprennent à les monter, à les descendre, ouvrir les boîtes, ben voilà, en essayant de gêner le moins possible. Et puis aussi, on s'aperçoit que ils commencent à porter des médailles pour qu'on les reconnaisse dans l'espace public. Hein. Et puis même parfois, il y a un dégradé des médailles, dans le sens où certains ont des médailles en bronze, d'autres ont des médailles en argent, selon la hiérarchie en fait des allumeurs. Hein. Donc réellement, on a une professionnalisation du métier. Et tous les petits entrepreneurs locaux dont j'en parlais tout à l'heure, alors évidemment ils disparaissent pas, hein, sauf que maintenant, alors soit certains d'entre eux ont continué à monter et à conserver le marché de la ville, soit ils vont travailler pour l'entreprise Tourtis Sangrain et ils vont devoir être formés parce que ça fonctionne pas comme les lanternes à chandelle. Et également, quand on parle de professionnalisation, ça va avec la scientificisation des savoirs. Enfin, donc, dans le sens où après le concours de l'Académie des sciences, pour donc, la lanterne à réverbère, donc on peut diriger la lumière, mais c'est de l'huile également, et ça suppose peut-être de meilleures connaissances sur le fonctionnement, enfin sur la qualité de l'huile. On fait appel à des chimistes. C'est tout nouveau. Hein. Donc des chimistes sont recrutés pour vérifier la qualité de l'huile de la ville. Et on voit des tests où on utilise des thermomètres, on voit la combustion, le temps est calculé. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est complètement nouveau. Et ce qui fait que pour être recruté dans une ville, pour être dans l'entreprise de l'éclairage, être un scientifique, être un chimiste, ça va permettre d'apporter une expertise et donc d'avoir un avantage sur les autres. C'est un moment où, et Tourtis Sangrain, il en joue énormément, hein, où s'oppose presque l'artisan, hein, l'artisan un peu traditionnel, hein, et l'expert, le scientifique. Et même si Tourtis Sangrain n'est pas un scientifique. Et l'industrie, du coup. Et du coup, l'industrie. Voilà, tout à fait. Donc voilà, on a cette rupture, hein, qui apparaît vraiment avec la lanterne à réverbère. Mais oui, non, mais alors attendez, là c'est magnifique. Il y a donc Kali, ma femme, qui est la meilleure évidemment, qui vient d'ouvrir la porte de mon studio pour m'apporter le bouquin de Sophie, voilà, que je peux présenter à l'écran pour ceux qui nous ont avec l'image, parce que voilà, quand même je l'avais pas pris, donc. Heureusement qu'il y a des professionnels dans cette maison quand même. On travaille en équipe. Voilà, elle est forte. Donc ce nouveau, ce boom de l'éclairage public, tu nous le dis, fait que les villes sont quand même vachement plus éclairées. Quel impact ça a sur les habitants et leurs habitudes de vie ? C'est ce qu'il y a de plus difficile à connaître en fait. Ce que je peux dire, c'est qu'on s'aperçoit que les circulations nocturnes sont beaucoup plus importantes, et notamment les circulations liées à des divertissements, hein, les promenades par exemple, puisqu'on voit s'installer beaucoup plus de lanternes sur les lieux de promenade. Je donne, alors, il y a la Motte à Rennes, hein, où on installe beaucoup plus de lanternes, l'esplanade de Lille à proximité du coup de la citadelle Vauban, espace de promenade où on installe plus de lanternes. Également, quand on parle de lieux de divertissement, autour des théâtres, toutes les places des comédies et tous les théâtres qui sont construits à la fin du XVIIIe siècle, c'est là où on multiplie le nombre de becs de lumière, puisque les réverbères, il y a plusieurs lampes à l'intérieur, donc on va parler de becs de lumière. C'est aussi des espaces où la police est particulièrement présente. À proximité des cafés, sur les cours en fait, et la Canebière. À Marseille, on va trouver beaucoup plus, pour le coup, je reviens un peu sur les promenades, de lanternes. À Paris, sur les Champs-Élysées, qui sont assez populaires. Et là, je pense à un garde suisse, en fait, qui, dans ses mémoires, raconte, donc Federici,
il a peur que le goût de la nuit se développe dans la population et qu'il y ait beaucoup plus de gens en fait à fréquenter ces espaces. Les femmes, hein, notamment, les fréquentent et il n'est pas rare de les voir les fréquenter jusqu'à minuit. Hein. Donc il y a ça, les divertissements. Et puis d'un autre côté, on voit que c'est des sortes de laissez-passer, mais alors déjà il y a les métiers de nuit. Je pense aux boulangers, les forges, les verreries, les brasseries. Mais il y a aussi ceux qui circulent. Parce qu'ils en ont la nécessité. Donc, je pense à des médecins, des chirurgiens, les prêtres. Moi, ça fait partie très clairement des groupes que j'ai vu le plus circuler la nuit. Les prêtres, pour donner les derniers sacrements. En fait, ceux qui meurent de nuit, il faut impérativement qu'un prêtre soit à leur côté. Donc, on les voit passer. Et puis, c'est tout bête, mais nos fameuses allumeuses, c'est des femmes qui sont dans l'espace public à un horaire où elles ne devraient devraient plus trop y être. Hein. Et hypothèse, le terme allumeuse qu'on utilise aujourd'hui vient peut-être de ces allumeuses du XVIIIe siècle. Hein. Et là, j'ai en tête un petit billet rédigé par le subdélégué de l'intendant, donc c'est son assistant, dans la ville de Rennes, parce que dans les années 1770, c'est plus que des femmes en fait qui s'occupent de l'éclairage public. Elles sont moins bien payées, donc c'est pas un hasard. Il parle de son beau sérail, hein, quand même, lorsqu'il parle des allumeuses. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'allais. Non mais voilà, donc, du coup c'est pas confirmé comme voilà, c'est une hypothèse, mais hypothèse séduisante et voilà, ça me plaît bien. Mais alors, je me laisse partir comme ça et après je ne sais. Voilà. On est tous pareils, t'inquiète, quand on est dans notre sujet, je veux pas te jeter la pierre. Mais le fait que cet éclairage public se développe, que du coup on a des zones qui soient plus fréquentées le soir, est-ce que ça n'a pas un impact aussi sur le paysage urbain, dans le sens où typiquement un lieu de promenade, tu vas devoir rajouter des bancs ou des trucs, ou je sais pas, tu vois. Est-ce que ça a eu un impact ? Ça a un impact sur le paysage urbain dans le sens où les lanternes apportant plus de transparence dans la ville, en fait, c'est un souhait important de la police des Lumières de pouvoir laisser de la place aux lanternes. Donc, il faut imaginer quand même que l'espace de la rue, au départ, c'est un espace en saillie. Donc, il y a les garde-roues, il y a toutes les enseignes qui sont énormes en fait, qui sont dans l'espace public, les entrées de caves et donc les lanternes au départ, ça rajoute une nouvelle couche en fait sédimentaire dans la ville. Donc l'idée, c'est ensuite de pouvoir rabattre tout ça sur le côté pour qu'on voit davantage la lumière des lanternes. Donc il y a des réglementations qui se font pour qu'il y ait moins de saillies en fait dans la rue. Il y a des réglementations pour qu'il n'y ait pas des jeux dans la rue, des jeux de ballon, hein, parce que forcément le ballon, bam, dans la lanterne. L'idée, voilà, c'est de pouvoir écarter ce danger-là. Et je pense aussi à la question de l'architecture, en fait, tout simplement. Dans une ville comme Toulouse, on conseille de peindre les maisons en blanc de manière à ce que ça se réverbère mieux sur les murs et que ce soit plus efficace. Hein. Donc voilà, d'avoir un espace de plus en plus aéré aussi. Ça correspond aussi à la volonté au même moment d'avoir des rues qui soient davantage propres. Et puis on le voit aussi dans la pensée de l'architecture. J'ai parlé des lauréats du concours tout à l'heure de l'Académie des sciences. Alors, il n'y a pas que des lauréats, hein, il y a ceux qui ont participé et puis n'ont pas été récompensés. Et parmi ceux-là, Pierre Pat, qui est un architecte parisien, qui imagine en fait comment on peut insérer l'éclairage dans la rue. Donc lui, il pense plutôt à des appliques dans l'espace public plutôt que ces espèces de cordes là qui pendent au milieu des rues. On trouve pas ça à Londres par exemple. Hein. Donc lui, il a un peu en tête le modèle londonien de la fin du XVIIIe siècle. Donc ça vient aussi dans la pensée des architectes. Hein. Ça vient tellement même dans la pensée des architectes que Claude Nicolas Ledoux, qu'on connaît pour la saline d'Arc-et-Senans, hein, que je vous conseille de visiter parce que c'est magnifique. C'est une ville utopique. A été construit la construction, il a pu construire qu'un bout de sa ville finalement autour du sel, hein, en Franche-Comté, et il avait prévu, mais il ne l'a pas réalisé, 4 immenses lanternes à réverbères, des sortes de phares pour surveiller le travail de ses ouvriers. Voilà, donc très clairement, c'est cette façon-là dont on peut envisager l'intégration dans le paysage urbain, et aussi
la lanterne devient un symbole en soi d'urbanité. Et quand les villes réclament de l'éclairage au réverbère, elles expliquent bien que ce sont des villes. Donc, une ville sans éclairage, c'est plus une ville. Au départ, c'était les remparts qui faisaient la ville de la première, de tout le XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est vraiment l'éclairage public qui y contribue pleinement. Et j'ai en tête une pétition d'habitants à Tours de 1788 dans lequel on le voit très bien et on voit toutes les raisons pour lesquelles les habitants cette fois-ci, parce que j'ai donné l'exemple de Rennes, et donc à Tours, pourquoi les habitants veulent de l'éclairage public. Ma belle ville de Tours, je suis toujours content quand on drop cette ville dans un entretien. Ouais. Donc à messieurs les maires, lieutenants de maire et officiers municipaux de la ville de Tours. Remontrent très humblement les sous-signés habitants et propriétaires dans la dite ville que toutes les villes capitales du royaume, donc j'ai dit 1788, je sais plus, je le redis, ont reconnu successivement combien il est important pour les citoyens qu'elles fussent éclairées pendant de longues nuits de l'hiver, qu'elles ont en conséquence établi au lieu des anciennes lanternes des réverbères qui donnent un plus beau jour et sont plus économiques. Et donc, j'avance un tout petit peu pour citer un autre passage, qu'il est peu de villes qu'il importe autant d'éclairer que celle de Tours, qui est l'un des plus grands passages du royaume, donc le rôle de l'économie est tout à fait nouveau, où affluent tous les jours une quantité considérable d'étrangers et de voitures de toute espèce, que les mœurs, le commerce et la sûreté publique exigent qu'on procure aux citoyens cette commodité. Le libertinage profite de l'obscurité. Il se renouvelle tous les ans dans ce genre de scènes scandaleuses qui n'aura pas lieu si les auteurs craignoient d'être connus. Et dans l'hiver présent, plusieurs femmes honnêtes ont été insultées de la manière la plus grave. Donc se pose la question de la circulation des femmes dans l'espace public. Les vols et tentatives de vol, qui se commettent si fréquemment et qui cet hiver même ont alarmé les citoyens, ne pourraient se commettre si la ville était éclairée. Toute négociation de commerce, au dehors des maisons, est interrompue longtemps avant la nuit par l'impossibilité de conduire à leur destination les voitures qu'on pourra charger. Ça résume tout. Ça résume l'intérêt de l'éclairage public à la fin du XVIIIe siècle, le développement du commerce, y compris de nuit, des manufactures aussi. Alors, on parlait de symboles, arrive quand même fin XVIIIe siècle une période un peu troublée en France, la Révolution française. Est-ce que c'est troublé aussi pour l'éclairage public ? Il va se passer quoi ? Alors après, moi j'ai moins étudié la Révolution, mais ce que je peux dire, c'est, je peux parler du symbole en fait de la lanterne. Le 22 juillet 1789. C'est un épisode bien connu, mais il est intéressant de le rappeler. Donc, Foulon de Douai, qui succède à Necker aux finances, et également Berthier de Sauvigny, qui est son gendre intendant de Paris, sont pendus à la lanterne, au niveau de la place de Grève. Dans un endroit symbolique, puisque l'endroit où ils sont pendus, il y a un buste de Louis XIV, donc juste à côté, donc ce buste est représenté sur la plupart des gravures qui montrent cette scène. Et donc la population, au début de cette révolution, se venge contre ceux qu'elle considère comme faisant partie, ce qu'on appellera plus tard la contre-révolution. Donc la lanterne est devenue une figure, un symbole de la justice populaire. Et là, en fait, on a un retournement complet par rapport à la fin du XVIIe siècle. Les habitants, la population s'est approprié la lanterne. Du coup, effectivement, la boucle est bouclée. Alors, on va pas revenir sur cet éclairage public après au 19e. Tout à l'heure, on parlait en préambule de cette émission donc du gaz, de l'électricité. Ça, c'est un sujet encore plus vaste. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission. En tout cas, on a déjà des émissions qui, si vous cherchez sur le podcast ou sur YouTube, qui existent sur le développement de l'électricité, et on parle notamment de l'éclairage public dans ces émissions-là. Donc, je vous invite à les retrouver. Ce qu'on peut en revanche aborder quand même, puisqu'on arrive doucement mais sûrement vers la fin de cet entretien, ton avis m'intéresse là-dessus. Aujourd'hui, 21e siècle, on arrive à des périodes où les municipalités se posent la question de la réduction
de l'éclairage public, justement, pour tout un tas de raisons. Et finalement, ça fait penser un petit peu au début du développement d'éclairage public. T'en penses quoi, toi, de ça? On peut dire un peu que la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'il y a eu cette demande d'éclairage à la fin du XVIIIe siècle des populations. Alors, plus par un sentiment de sécurité que par une sécurité qu'on pourrait mesurer véritablement. Aujourd'hui, on arrive donc à un moment où on réclame moins d'éclairage pour tout un tas de raisons, hein, puisque alors je donne un chiffre, hein, on est autour de 72-73% en 2023 de pollution lumineuse en France. C'est considérable. Alors moi j'habite en Haute-Savoie, et en Haute-Savoie on pourrait dire oui, mais il y a les montagnes, voilà. Ben non, il y a quand même des dômes de lumière en fait, dès qu'on est à proximité des villes. Mais ça commence à se développer puisque on est autour de 35% de communes qui commencent à s'éteindre la nuit. Hein. Généralement, c'est plus des petites communes, même si on a Bordeaux qui le fait, Chambéry, Strasbourg, alors sans doute d'autres depuis, j'avais celle-là en tête. Elles vont plus le faire par quartier, les grandes villes. Et puis, on a le principe des trams noirs. Les trams noirs qui permettent en fait une circulation des espèces hein, qui vont pas être coupées dans l'espace. Des événements qui ont été développés aussi, je pense au jour de la nuit. Hein, donc là, à l'échelle nationale, bon, là où je suis, pas très loin du Genevois, il y a la Nuit est belle, hein, qui est aussi organisée à Genève et qui permet aux citoyens de mieux connaître la nuit et donc aussi d'aborder la question de l'éclairage public peut-être de démonter les clichés hein, sur le rapport automatique entre on éclaire donc ça permet plus de sécurité, moins d'agression dans la rue. Il y a quelque chose qu'on oublie par rapport à ça, parce que moi souvent quand je parle de mon sujet, on me dit et au niveau de la sécurité, comment ça se passe? Bah au niveau de la sécurité, quand on met en place de l'éclairage pour la première fois, il se trouve que les voleurs voient aussi bien que les autres en fait. Et ça augmente les fréquentations. Donc forcément, quelque part il y a plus d'insécurité. Alors après, il faut nuancer, puisque il y a moins de noyades, c'est certain. Il y a peut-être aussi moins d'accidents entre guillemets de la route, hein, parce que il était fréquent que quelqu'un au milieu de la route n'entende pas passer un carrosse et dans la nuit et paf, il se fait écraser. Mais ça, c'est plus le sentiment de sécurité sur lequel on appuie. En fait, faut vraiment qu'on ait conscience de ça. Ouais, c'est hyper intéressant ça ce sentiment de sécurité. Et puis oui, enfin, je veux dire, la réponse est logique. Les voleurs, ils voient aussi bien. Donc, les cambriolages se font plus la journée aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques, des documentaires à nous conseiller sur tout ce qu'on vient d'aborder pour en savoir un petit peu plus? Oui, alors en termes de références bibliographiques. Non, j'en ai pas parlé, mais du coup j'en parle maintenant. Catherine Denis, qui est une spécialiste de la police du XVIIIe siècle, a fait partie des premières historiennes à s'intéresser à la question des bris de lanterne, et donc elle a publié sa thèse en 2002. Alors je vais juste prendre pour vous donner les bonnes références, un petit papier que j'ai mis sous mes yeux. Donc, police et sécurité au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge, parce que c'est vraiment l'espace qui l'a intéressé. Alors, évidemment, je vous renvoie à Simone Delattre, hein, les 12 heures noires de Paris. Alors, ça doit être 2000 Tourons, hein, mais même si c'est sur une nuit plus vaste et au XIXe siècle, hein, mais c'est pas mal de partir de ça. Et puis, 3 autres petites références biblio. Je parlais de Craig Koslowski qui a publié Evening's Empire en 2011. Alors, je les donne dans le désordre, hein, pardon. Oui, de toute façon, rassure-toi et que les auditeurs se rassurent aussi, tout sera dispo dans la description, tout ça, il y aura la petite liste, voilà. D'accord. Roger et Kirsch, un historien américain aussi, At Day's Close, en 2005. Et alors lui, il s'est plus intéressé récemment à la question du sommeil, hein, qui est un très beau sujet aussi. Alain Cabantous, sur l'histoire de la nuit, 17e, 18e siècle, donc là d'une façon beaucoup plus large, y compris dans les campagnes et d'un point de vue religieux. Et puis,
je me fais un petit peu de promo si on parle de vidéo pour ceux qui veulent avoir quelque chose de plus synthétique peut-être. Sur Arte, ça dure 15 minutes, donc c'est facile à regarder. J'étais intervenue dans Faire l'histoire de Patrick Boucheron en septembre 2022. C'est disponible directement sur Arte. Et sinon, sur France Culture, j'étais intervenue, donc là, ça dure à peu près 1 heure, un peu moins, avec Jean-Noël Jeannet, donc dans Concordance des temps. Et plus récemment, pour ceux que ça intéresse, mais c'est compliqué parce que c'est loin, j'interviens le 5 décembre à Chamonix. On fait un bar des sciences avec Aurélien Barraud, qui est astrophysicien. Et là, on parlera de la nuit et donc de façon croisée, parce que c'est super intéressant de le faire sous le regard de plein de disciplines. Et je travaille sur un projet de BD. Enfin, je participe, je donne une expertise historique. Donc, un projet de BD avec Nicolas Cornet, qui est écologue. À Paris et une dessinatrice qui s'appelle Bambi et ça devrait s'intituler, parce que le titre il est pas figé complètement, Une brève histoire de la lumière, et probablement l'année prochaine avec un regard croisé. Du pain sur la planche, quoi. Là, t'as vraiment plein de trucs. Voilà. Bon, et puis évidemment, hein, on rappelle quand même le bouquin issu de ta thèse qui est là, que j'ai dans les mains. Donc, l'invention de l'éclairage public en France, de la nuit illuminée à la nuit éclairée, 1697-1789. C'est aux éditions Septentrion, le presse universitaire. Voilà. Donc je vous invite, il y a déjà quelqu'un tout à l'heure qui a craqué, qui l'a commandé en ligne alors qu'on était en direct. Donc laissez-vous tenter aussi, parce que vous le voyez durant ces 2 heures d'entretien, pas mal de petites anecdotes rigolotes quand même. Hein. Moi je milite du coup pour le retour des taxis de lumière. Je sais pas si ça existe toujours quelque part, mais je trouve ça formidable comme idée. Voilà. Je retiens l'idée des taxis de lumière en tout cas. Est-ce que tu as peut-être un mot que tu voulais rajouter, quelque chose qu'on n'a pas dit, qui tenait à cœur? Je pense qu'on a bien fait le tour en fait de la question. Enfin, ça donne une excellente présentation, parce que moi j'aime beaucoup en fait ton format de 2 heures. Ça donne vraiment le temps, puis tu guides très bien pour donner à la fois des anecdotes vraiment très précises et pouvoir faire une synthèse. Donc, je trouve que oui, ça permet de bien faire le tour de la question. Ah bah c'est cool. De toute façon, moi, c'est l'objectif de ce format, hein, qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, c'est de pouvoir laisser aussi la place à des chercheurs et des chercheuses comme toi de prendre le temps d'exposer leur sujet, de pouvoir digresser s'ils veulent, de sortir un petit peu des formats où on se fait couper la chic toutes les 30 secondes parce qu'il faut aller vite et qu'on n'a pas le temps. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour cette invitation. C'est un honneur. C'est moi, Sophie, qui te remercie. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Et merci Louis, hein, comme d'habitude, pour la préparation de cette émission. Salut, ciao tout le monde.